à notre conférence organisée par Free the Bees avec Honeybee Wild et Apis Aporia aux États-Unis. Et c'est la série Les abeilles sans frontières. Et nous essayons de pouvoir augmenter les connaissances sur les pollinisateurs et, bien entendu, afin de promouvoir la connaissance, la sensibilisation sur les abeilles mellifères. C'est aujourd'hui la deuxième conférence de la série. Une deuxième non, la prochaine édition, pardon, sera au mois de juin, le 4 juin, et ce sera David Heath et Michael Bush qui seront les intervenants. Pour la journée d'aujourd'hui, nous allons avoir un premier intervenant qui conclura en moins d'une heure, suivi de questions-réponses, après 15 minutes de pause, de manière à ce que les interprètes aient une pause et nous continuerons avec notre deuxième intervenante. Si pour une raison ou une autre, vous souhaitez poser une question, vous pouvez soit cliquer sur le bouton réaction, soit vous pouvez également lever la main et demander à prendre la parole. Donc, je propose que nous commencions directement. Nous sommes très heureux de souhaiter la bienvenue à Madame la professeure Alexandra Maria Klein. Merci d'être présente et de soutenir cette série de conférences. J'aimerais j'aimerais vous présenter, Madame, et j'ai fait quelques recherches. J'ai vu que vous avez grandi dans les environs de Göttingen, en Allemagne. C'est de ma région également, donc il va falloir qu'on s'entretienne tous les deux. Vous avez deux enfants, vous avez, pendant vos études, voyagé à travers le monde, par exemple la Bolivie, le Brésil, l'Indonésie, et vous avez passé également une année universitaire à Berkeley. Vous avez enseigné à l'université de Lüneburg et vous êtes actuellement Germany. Your main research focuses on de biodiversity. la nature de l'écologie du paysage à l'université de Fribourg en Allemagne. Et vous enseignez également la biodiversité, les fonctions des écosystèmes. Et notamment aussi, vous avez fait des travaux de recherche sur la pollinisation par les insectes pour le café en Indonésie. Vous avez également fait des recherches à comprendre les effets des changements environnementaux mondiaux et des incertitudes sur les relations entre la biodiversité et les fonctions des écosystèmes. C'est vraiment fantastique de vous avoir et peut-être que vous pouvez continuer à partir d'ici. Et voilà, merci. Je ne savais pas que vous étiez originaire de Göttingen. Ça, c'est pas mal. C'était vraiment une bonne recherche. Je l'admets, je l'admets. Avant de commencer avec ma présentation, j'ai envie de vous poser une question. Donc, je tourne en fait le tout. Après, ce sera à vous de me poser des questions, simplement pour avoir une idée de vos connaissances. Donc, ma question est simple. Faites une estimation. Combien est-ce que nous avons de différentes espèces d'abeilles? Non, pas Lucas. Donnez-moi un chiffre. Un chiffre. 100, 1000. C'est quoi? C'est quoi votre chiffre? C'est comme au loto. Allez-y.
Il y a 700 espèces d'abeilles mellifères. Et combien d'abeilles sauvages? 10 000? Hmm, pas mal, pas mal. Et en Suisse, combien d'espèces d'abeilles mellifères nous avons en Suisse? Oh, quelqu'un le sait mieux que moi. Moi, je sais plus de 600. Oui, 500, c'est 4. Oui. Donc, vous avez déjà pas mal de connaissances, donc j'espère que je ne vous endormirai pas. Mon objectif est de vous présenter la diversité des abeilles, vous donner quelques arguments pour vous faire comprendre pourquoi c'est important. Et après, nous aurons questions-réponses. Je vais donc partager mon écran. Voilà. Ah, je pense que je vais devoir changer deux, trois choses. Voilà, vous devriez voir mon écran. So just to get started. Afin de commencer, Unfortunately, I can't change my slides. We didn't check this earlier. Don't know why, but my là, nous n'avons pas vérifié. Je n'arrive pas à passer sur le prochain transparent. Ça arrive, ça arrive. Try the space key or the track Peut-être appuyer sur espace. I'm trying this, but it's not working. This never Non, ça ne fonctionne pas. before. It's funny. And Page up, page down, possibly. Ou alors page vers le bas. Ah, now it works. yeah. Ah oui, voilà. Okay, here we go. Do you see my mouse? Yes. Est-ce que vous voyez ma souris? So D'accord, everything works now. Sorry. So I ask you this. parfait. Donc, c'est ce que je vous posais comme question. Combien avons-nous d'espèces d'abeilles mellifères? Bien sûr, c'est plus facile quand je vois vos visages. Maintenant, je ne les vois plus à cause du partage d'écran. Et pour la Suisse, c'était presque parfait. Et surtout pour les abeilles mellifères et les abeilles sauvages, vous le savez, nous avons une espèce et vous pensez peut-être que c'est plus, mais c'est des sous-espèces et pas des espèces. Et nous avons à peu près 600 espèces sauvages et nous avons rien que 40 pour la Apistosata. À l'échelle mondiale, nous en avons 9 espèces et 20 à 25 000 abeilles, espèces d'abeilles sauvages. Et là, parce que vous avez parlé de la pollinisation du café, c'est en fait de ma thèse de doctorat. C'est l'Apis dorsata qui visite, c'est pas en Europe, c'est vraiment une autre histoire parce qu'en Asie du Sud-Est, vous avez un certain nombre d'espèces qui sont beaucoup plus grandes que celles que nous avons ici. Et histoire de vous montrer autre chose, je suppose que vous les connaissez et que vous connaissez un hôtel d'abeilles. Regardez un peu plus près à l'entrée ou aux fleurs, regardez les fleurs et vous verrez ces abeilles. Osmia cornuta, ou alors justement
Et pourquoi? Justement à cornes, parce que, à cause de cela, parce que on peut en fait avoir un service d'achat pour la pollinisation et ils peuvent vous apporter les abeilles directement chez vous à une maison. Et vous connaissez un hôtel d'abeilles, c'est avec une de mes étudiantes qui fait son doctorat pour la pollinisation des pommes et elle a développé ce type d'hôtel d'abeilles. Je vais voir si le clip vidéo fonctionne. C'est un étudiant à moi, oui, ensemble avec mon fils. Regardez ce qu'on peut obtenir. Il fait froid, mais lorsqu'il fait plus chaud, c'est une abeille qui ne peut pas attendre. C'est pas agressif, mais la prend et la fait sortir. Et en fait, c'est l'abeille la plus importante pour la pollinisation des céréales. Vous avez souvent, vous en avez 3, 4 mâles sur une abeille femelle. Vous voyez, c'est double abeille. Et ils arrivent même à voler. Là, il y a, là que vous reconnaissez les mâles parce qu'ils ont une tête ou un dessus de la tête blanc avec un trait blanc, avec des antennes plus longues. Et si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez le voir en pleine nature. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez cette See, if you see them flowering, for example, mustard or canola, or we call it rapeseed, you will see this bee. c'est une espèce spéciale. Elle s'est spécialisée Brassica, brassica. And it will only collect pollen of this plant family. et elle ne va polliniser que cette famille. Elle a l'air noire, mais en fait, elle est un peu bleuâtre. Et lorsque on perd ces plantes, alors nous perdrions également cette abeille. Et là, la Chelastoma florizum, probablement l'avez-vous déjà vu. Elle est spécialisée sur les plantes qui fleurissent au printemps et elle ne peut polliniser que cette fleur. C'est une anémone et c'est du nectar. Et si on paye cette plante, à ce moment-là, on perd cette espèce d'abeille. Et vous voyez devant, les pinces sont quand même assez épaisses et spécialisées justement sur cette plante. Nous avons également cette abeille, la Chestaloma rapunculi,
Si vous avez un hôtel et que vous n'avez pas cette plante, vous n'aurez pas cette abeille. Et nous avons cette Eriades truncorum. Très souvent, on les voit dans les hôtels d'abeilles. Pour eux, il ne faut pas simplement des fleurs, mais ce type de matériau, c'est quoi? C'est de la résine, résine de plante. Aucune idée de quelle plante ou de quel arbre, mais nous savons que les abeilles aiment bien la résine d'arbre. Et nous avons vu certaines abeilles qui sont spécialisées sur la collecte de la résine. Et pourquoi? Simplement parce qu'il y a cette activité microbienne de la résine et les larves ne restent pas en bonne santé si elles n'ont pas de résine. Et pour cela, vos abeilles ont besoin de la résine. Donc, surtout, n'évitez pas qu'elles puissent trouver la résine. Là, vous avez une autre abeille sur la petite photo, une abeille assez commune. Ils font la collecte des petits poils, donc il ne faut pas inclure des plantes et des plantes avec des sortes de poils. Et la Mechalil ericetorum, c'est une famille en train de faire la collecte du pollen avec son ventre. Elle est également spécialisée sur un autre type qui sont par exemple, les légumes sont capables de fixer le nitrogène et va également nourrir la larve avec le pollen. Et celui-ci, vous l'avez peut-être pas encore vu, Coelixus specialis. En fait, un prédateur, prédatrice. Et tout simplement, c'est pas pour la collecte du pollen, mais c'est pour poser les œufs dans les nids d'autres abeilles. Et la vraie abeille va mourir. Donc, vous pouvez vous penser, c'est pas très gentil tout ça comme comportement, mais si, parce que vous avez besoin de prédateurs, parce que s'il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas de contrôle de la population. C'est vrai pour les êtres humains, il n'y a pas de prédateurs pour nous. Et c'est un peu problématique. Un autre exemple, c'est le Bombus pascorum. Et vous pouvez facilement la reconnaître parce que vous ne le voyez peut-être pas très bien sur cette photo-là, mais il y a là un triangle de poils qui, de fait, autorise la coopération. Vous voyez là, ce n'est pas une abeille spécialisée, elle est généraliste. Elle est capable de faire la collecte du pollen d'un grand nombre de plants, mais une chose, elle peut faire qu'aucun autre ne sait faire, c'est une pollinisation à grande échelle et avec une note spéciale qui peut extraire le pollen de la plante. Si
vous avez ce son qui est pratiquement les fréquences ultrasons. Ils arrivent à polliniser. Dans nos régions, c'est une abeille, une sorte d'abeille assez fréquente. Et sur cette photo, vous pouvez penser que cela pourrait être une autre espèce. C'est en fait une Serra longicornis, un mâle que vous voyez sur cette photo qui a un segment de plus que les femelles parce qu'il se bat contre les femelles. Et comme c'est un mâle, il ne fait pas de pollinisation. Et donc, on pourrait penser que ce n'est pas une abeille, mais c'est une abeille. Et j'en arrive presque à la fin. D'autres types d'abeilles facilement reconnaître, de manière aussi à ne pas faire, de ne pas vous y méprendre par rapport aux guêpes. Osmia adunca, on l'appelle aussi l'abeille bleue, une abeille qui, en fait, appartient à cette fleur. Donc, cette abeille a besoin d'une espèce de plante. C'est facile à avoir et je peux vous garantir que dans votre jardin, vous l'aurez. To grow ivy, then you're getting the ivy bee. And the ivy bee is special, I have to say, because it has also a predator, but this predator... Je sais que c'est un prédateur, mais il est fantastique de voir ce qu'ils font. Ils placent leurs œufs, la larve va en haut de la végétation et prétendent être une abeille femelle avec des phéromones. Et vous dites, ah, il y a des abeilles. Et ils arrivent, veulent copuler, ils reconnaissent, mais les larves sont déjà pris avec, pour ainsi dire, et la larve est ainsi transportée dans le nid et c'est un processus spectaculaire quand on pense à l'interaction entre différentes espèces d'insectes de manière à ce que chacun s'y retrouve. Ou peut-être, vous avez peut-être les Xylocopes violacea. Certainement, un grand nombre d'entre vous, vous l'avez vu. C'est une abeille généraliste. Et maintenant, j'en arrive aux abeilles mellifères, Apis mellifera. Il n'y a qu'une seule espèce européenne. Il y en a 11 à travers le monde, mais chez nous, il n'y en a qu'une seule. Vous pouvez vous dire, mais non, il y a Carnica, mellifera, Causica, Ligustica, mais ce n'est pas des espèces différentes, mais on dit race, c'est des sous-espèces. Il y a une diversité génétique naturelle et pendant très, très longtemps, les apiculteurs, en fait, fabriquaient les abeilles. Et c'est une diversité génétique, et vous le savez encore bien mieux que moi,
que toutes ces sous-espèces ont des caractéristiques spéciales, pas importantes pour la pollinisation, et la pollinisation se fait toujours de la même manière et avec les mêmes espèces. Donc, Apis n'est pas une grande diversité, c'est une espèce avec plusieurs sous-espèces. Pour les abeilles blanches, c'est différent. Et j'aimerais maintenant vous montrer le travail que j'ai fait en Californie. Michael a mentionné Berkeley, mais en fait, j'ai fait 5 années de travail de terrain dans une vallée californienne proche de Davis. Et c'est la Chaparral. Et nous avons cherché des abeilles blanches. Avant, tout le monde disait c'est des endroits tellement intenses, il n'y aura jamais d'abeilles blanches parce que la floraison est tellement tôt. Et donc, nous avons regardé que ici, vous avez de l'agriculture biologique et ici, c'est conventionnel avec des herbicides, le glyphosate. C'est un peu pareil que pour nos pommiers ou vergers pour différents fruits. Et vous connaissez certainement IPM comme acronyme, ça veut dire c'est conventionnel à l'utilisation de pesticides lorsque c'est nécessaire, moins que dans le domaine conventionnel, mais toujours et encore des pesticides chimiques. Et de l'autre côté, il n'y en a pas du tout. Mais ils utilisent des pesticides biologiques. Parfois, ils essayent de protéger leurs plants par rapport à des insectes quelconques et variés. Et donc, notre idée était, et Lucas vous montrera peut-être les données d'études similaires, et généralement, nous sélectionnons des endroits dans le paysage isolés de tout habitat naturel, comme ici, dans un endroit à agriculture intense. Vous voyez les points blancs, c'est conventionnel et cela biologique. Et très souvent, vous comprenez, là, vous avez du chaparral, donc un terrain qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit au niveau de la végétation à la Méditerranée. Et après 5 ans, nous avons essayé de trouver des mellifères blancs. Et la première année, nous avons vu et nous avons 66%, et ça c'est un comptage pur et simple, d'abeilles mellifères, 13% d'abeilles sauvages. Nous avons 10% de différentes mouches, insectes. Et c'est quelque chose d'assez courant et 11% bien sûr d'autres pollinisateurs. Nous devons regarder. Ah, ce n'est pas traduit, donc c'est encore en allemand.
Et nous avons calculé dans un rayon de 1 km l'habitat naturel. Et vous voyez le pourcentage d'habitat bio et les abeilles blanches. Et nous avons effectué une corrélation entre l'habitat naturel et le nombre d'abeilles mellifères. Si maintenant nous faisons une conversion, alors vous voyez aussi que vous avez besoin de 10%, voire plus, d'habitat semi-naturel pour trouver des abeilles. Nous avons regardé pendant plus de 5 ans sur ces plantations et pas une seule abeille blanche. Et il n'y avait aucune prise en compte. Et nous avons besoin de l'habitat naturel, semi-naturel. Et si vous l'avez, alors la gestion biologique vous apporte un bénéfice. Mais il n'y a pas ce bénéfice si vous n'avez pas l'habitat naturel. L'habitat, ce n'est pas uniquement la conversion de l'agriculture conventionnelle vers du bio, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est important à comprendre parce que vous devrez toujours garder à l'esprit. Sans qu'il n'y a aucun habitat semi-naturel ou naturel, alors vous n'aurez pas d'abeilles blanches et d'abeilles sauvages. Gardez-le en tête, car nous avons des endroits où nous avons des abeilles mellifères qui font la pollinisation toutes seules, d'autres endroits où elles pollinisent ensemble avec les abeilles sauvages. Et donc, nous avons observé la floraison à l'extérieur, à l'intérieur, en haut et en bas. Et dans les endroits où il n'y avait que les abeilles mellifères, pas d'abeilles sauvages, ils savent qu'ils ont besoin des abeilles, donc ils les apportent. Elles font la pollinisation. C'est que cette partie de l'arbre. Mais là où vous avez les abeilles sauvages, les 35 espèces différentes, ils pollinisent plus vers le bas et surtout à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc, ils ont des espaces différents et une utilisation différente de l'espace de la plante ou de l'arbre. Ici, en l'occurrence, un arbre. Et c'est un système très, très simple et c'était quelque chose de très naturel parce que c'était que des amandiers, mais vraiment uniquement des amandiers. Donc, si votre pollinisation se fait sur une surface plus grande et pas toujours au même endroit de l'arbre, vous allez avoir plus d'amandes au niveau de la récolte. Et nous avons vu autre chose encore, et ça, c'est quelque chose qui vient de plus en plus lorsque vous avez de la pluie ou alors même des orages. Les sites où les abeilles mellifères pollinisent, vous voyez le vent de moins 2,5 mètres par seconde. Donc, il y en a bien sûr les visites. WB, c'est les abeilles sauvages. Et bien, vous voyez, ils n'étaient pas disponibles et que les abeilles mellifères. Et lorsque vous avez des vitesses de vent
trop élevés pour qu'elles y aillent. Donc, si un fermier obtient des résultats de pollinisation, pas seulement lorsqu'il y a du soleil, mais également lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a du vent plus ou moins fort, alors vous êtes certain d'avoir des abeilles sauvages. Il a un énorme bénéfice car c'est les abeilles sauvages et normalement il obtient un super bon prix parce que là, il n'y a pas d'habitat naturel, n'obtiennent pratiquement de pollinisation. Et donc, l'agriculteur qui a cette chance, il a un avantage économique, mais nous l'appelons la complémentarité environnementale. Et cela surtout par rapport à des conditions météo un peu diverses, on va dire. Et nous avons répliqué cela par rapport aux conditions naturelles, mais également nous avons mis des amandiers en cage ou sous des sortes de tentes. J'ai passé des filets par-dessus et nous avions Osnelic miliaria. Et d'ailleurs, ça a été fait aussi en Californie, bien sûr. Et ensuite, nous avons regardé est-ce que la pollinisation se fait déjà? Est-ce qu'il y a un pollen concurrent? Et si vous avez bien sûr un seul pollen qui arrive, alors vous avez une amande qui peut se créer. Et en conditions contrôlées, voici un filier ou une zone où il n'y a que des abeilles mellifères et là où il y a les deux, les abeilles sauvages et mellifères, vous avez un meilleur résultat. Et ça, c'est une photo d'un tube à pollen. Et donc, la question se pose, et c'est la conclusion, en fait, les abeilles sauvages sont les meilleurs pollinisateurs ou pollinisatrices. Pourquoi? Eh bien, je n'ai pas de réponse à cela, mais je vous ai montré une théorie. Cela peut être tout team. Nous avons toujours besoin du pollen d'une variété différente par une abeille, un transport d'abeilles. Et généralement, vous avez une variété à un endroit, à un autre. Et donc, la distance entre les arbres est plus importante ici que là. Et donc, les abeilles, bien sûr, lorsqu'elles ont suffisamment de pollen, alors elles restent dans l'arbre. Pourquoi continuer s'il n'y a pas de pollen et en plus c'est plus proche? Donc, ce qu'elles font, et ça c'est quelque chose qu'on peut observer, elles vont d'un arbre à l'autre, mais ne vont pas d'un type d'arbre à un autre. Et donc, et notamment lorsque vous avez un habitat semi-naturel ou carrément en environnement contrôlé, alors nous voyons que les abeilles transportent d'une variété à une autre et que la pollinisation peut continuer. Ça arrive parce que tôt dans l'année, ils regardent et veillent à chercher des femmes, des abeilles femelles. Et donc, si tel est le cas, entre les espèces d'arbres, il y a plus, les abeilles changent d'espèce d'arbre
Et nous avons montré ça pour les pommes. Et nous avons vu aussi qu'il peut y avoir une interaction entre les abeilles sauvages et les abeilles mellifères et les rendre meilleures au niveau de la pollinisation. Un argument supplémentaire pour les abeilles sauvages. Et nous avons également regardé la qualité des amandes. Ici, vous avez un arbre qui a été pollinisé à la main. Ça n'a pas l'air d'être en bonne santé, mais simplement parce qu'il y a eu beaucoup de fleurs et ils doivent, bien entendu, diviser l'énergie entre les différents fruits. Et vous voyez, les petits ont beaucoup de sucre et avec le montant de tocopherol était plus important, c'est de la vitamine E. Ça montre que la pollinisation a un effet sur la qualité. Et là, on a fait un test, une expérimentation. Vous avez une pomme, beaucoup de pommes différentes, mais vous voyez qu'elles sont plus petites, alors que celles-là ont été pollinisées par des abeilles mellifères. Et ces pommiers étaient les pommiers qui ne voulaient pas utiliser la pollinisation d'abeilles sauvages. C'était pas ça. Et donc, les pommes peuvent très bien croître sans pollinisation d'abeilles sauvages. Donc là, cette pomme, elle n'a pas beaucoup de qualité. Vous ne pouvez pas les garder, les stocker pendant longtemps et il y a peu de calcium. Cette pomme-là, je peux vous poser la question, combien il y a de graines à l'intérieur? Et il y en a généralement 10. Et je peux vous dire qu'il y en a plus de 6 parce que nous avons effectué une surpollinisation. Donc, nous devons réfléchir à comment légiférer sur la pollinisation à la main. Et encore le groupe de TL5, un pollinisateur B, et vous avez là les fraises pollinisées par une autopollinisation et des abeilles sauvages. À titre de conclusion, je peux vous dire, chaque espèce d'abeille, des plus de 600 espèces en Suisse, ont leur propre rôle écologique. Et c'est comme ça. Nous avons pour les fleurs vraiment, vraiment un besoin de chacune et de chacun. La majorité des abeilles sauvages sont spécialisées parce qu'elles doivent se concentrer sur les différentes familles. Et même lorsque il y a des prédateurs, nous donnent des avantages compétitifs. Donc, si par exemple, nous enlevons un plant, alors nous allons tout changer et notamment le fonctionnement de notre écosystème. Nous avons des expériences, mais les modèles montrent clairement à quel point la nature est résiliente. Car si vous effectuez des changements, qui veut dire que la nature veille à ce que la résilience soit maximale. La diversité des abeilles est critique et je ne parle pas uniquement de quantité, mais de qualité, pas simplement le nombre d'amandes, de pommes, mais les micronutriments à l'intérieur. Et là,
Et regardez comment cela se passe. Nous allons parler plus dans la deuxième présentation de la situation globale, pourquoi la pollinisation est en chute libre ou au déclin au minimum. Et je peux vous montrer un dernier transparent que nous venons d'utiliser dans un document publié l'année dernière. C'est une très bonne imagerie et nous avons là une diversité au niveau du soja car nous avons effectué des changements vers la monoculture. Monoculture. Et donc, monoculture, c'est bien sûr aucune biodiversité. Maintenant, la question, comment revenir à la situation d'avant? Probablement, ce ne sera pas possible parce qu'il faut nourrir l'humanité. Donc, il nous faut trouver des espaces naturels qui fonctionnent car les humains veulent se développer, développer quelque chose de nouveau. Et donc, nous avons besoin d'innovations écologiques, sociales et techniques. Cela peut avoir ou faire peur, tout simplement. Nous devons diversifier, on ne peut pas avoir une monoculture, il faut vers une polyculture et les innovations technologiques, c'est aussi quelque chose où il faut faire vraiment attention. Ceci étant dit, je vais m'arrêter là. J'étais déjà trop longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-le moi ou vous pourrez toujours aussi par la suite m'envoyer un email. Merci beaucoup, Alexandra. Peut-être, en effet, passons-nous aux questions. Je ferme peut-être, j'arrête ma présentation. Comme ça, on se voit mieux. Here we go. Great. Question coming. Yeah, so that was wonderful just to see all those different bees and how they are Oui, c'était fantastique de voir comment les abeilles se sont spécialisées et de voir ces différents types d'abeilles. Regardons ce qu'il y a dans le chat. Vous pouvez aussi lever la main et ensuite poser votre question. Daniel Bosching a posé la question. Est-ce que les abeilles sauvages vont aussi en haut si les abeilles mellifères ne sont pas présentes? Est-ce que c'est un comportement normal ou est-ce que c'est parce que les abeilles mellifères sont pris le reste de l'arbre? C'est une situation compétitive. Donc, mais elles se déplacent vers d'autres endroits si les abeilles dominantes leur prennent leur espace. C'est donc de la chance pour le fermier. Donc, c'est la raison pour laquelle elles font la pollinisation à l'intérieur et pas à l'extérieur. Oui, c'est légèrement différent. Par exemple, chaque abeille a ses propres préférences. Par exemple, le bourdon préfère bien sûr les endroits à l'extérieur parce qu'il n'y a plus de soleil. Sonia Sarina écrit « Merci Alexandra. Est-ce que vous avez des ressources, par exemple des livres, vidéos qui vous permettent de savoir ce qu'il faut faire pousser pour que l'on puisse attirer autant d'espèces d'abeilles différentes? Je ne sais pas s'il y a un guide pratique. Je regarde autour de moi. Il y a beaucoup de livres différents.
peut-être après la présentation de Lucas, ce dont vous avez besoin, par contre, c'est un livre qui vous montre beaucoup plus. Vous avez besoin de savoir de quelles plantes les abeilles ont besoin. Nous avons essayé cela dans tellement de jardins. Par exemple, chaque abeille a il y a des abeilles masquées et si vous mettez cette plante qu'elles adorent, donc elles arrivent tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Donc là, j'ai un livre sur les espèces utiles dans votre jardin, mais je ne suis pas tout à fait certaine que vous en ayez vraiment besoin. Vous pouvez tout simplement essayer aussi. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Vous pouvez poser la question dans le chat ou alors lever la main. Moi, peut-être puis-je poser une question pendant qu'on attend. Vous avez parlé des abeilles solitaires et de leur utilisation de la résine pour justement nourrir et les utiliser dans les colonies avec une fonction microbiotique qui procure aux larves ainsi nourries un environnement plus sain. C'est quoi cette fonction? Dans le monde des apiculteurs, la résine est comprise comme étant antibiotique, antibactérien, mais vous l'avez appelé activité microbiotique. Non, 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 c'est une activité antimicrobienne. Non, non, erreur de mon côté. C'est vraiment une activité antimicrobienne et nous avons ajouté du propolis. Non, nous en avons pris. Et nous avons regardé les déformations avec les différentes interactions, mais nous avons clairement vu là où les interactions étaient moins fortes. Et on a vu, c'est vraiment important et donc c'est vraiment une question microbienne. Nous avons encore quelques minutes avant notre pause. André, si on a plus de temps, dites-le moi. Une autre question de Bénédicte Arnold. Combien d'abeilles doit-on avoir avant qu'une nouvelle abeille arrive? Oui, c'est une question assez difficile, c'est vrai. Ça dépend. Par exemple, un individu ou alors la mère d'une abeille solitaire. Normalement, c'est 10 000 fleurs à visiter pour avoir suffisamment nourrir une larve. D'accord? Si vous avez un balcon, généralement, elles ne viennent pas. Peut-être oui, parce que les voisins, peut-être, ont les mêmes types de plantes. Donc, c'est difficile à prédire. Je ne peux pas vraiment vous dire combien,
mais So for plusieurs example, milliers I mentioned this de Resenia fleurs. or this Natternkopf. J'ai parlé de ces abeilles aux têtes bleues, I think when you have a pot, let's say un pot. a bigger pot, and you plant them there, I can imagine they come back. Là, je peux m'imaginer déjà qu'elles vont revenir. Et une dernière question. Peut-être que l'un des deux, André, peut lire la question. L'ENIAC, les fleurs les plus intéressantes pour les abeilles locales ne sont-elles pas les fleurs locales qui poussent spontanément? Yeah, please. So, I can just guess what it means. Yeah, I know. Andre Wörmlinger, can you quickly translate that into German or English? Andre is muted. Oh, okay. Oh, he's frozen. I think all right. it says if the local flowers are not the most interesting for the local bees, and if the local flowers do not on occur. répète la question. Lucas, were you translating? Yes. I didn't understand. Can you probably answer? So the local flowers, le fleur. Kind of. I don't know French, but it says that that the local flowers that grow spontaneously are the most important for the local bees. Ah, you mean the flowers that just come. Ah, d'accord. without seeding. Les fleurs locales, oui, oui, sans les planter. D'accord, ça dépend. Ça dépend, j'ai compris. J'ai, je pense, même un transparent où nous avons une expérience. Et à la fin, les fleurs qui ont poussé, il y avait énormément de fleurs spontanément. On n'avait pas du tout pensé analyser cela, mais c'était les fleurs locales où les agriculteurs n'ont rien fait. Mais en fait, c'est là que c'était le plus intéressant parce que certaines fleurs ne sont pas disponibles autre part que là et nous ne voyons pas d'autres natures sauvages, pour ainsi dire, mais nous devons quand même les gérer à un moment donné parce que si on ne fait rien, alors ça arrive à un moment où ça devient pratiquement une forêt et ça décline. Il y a un déclin. Et ça fait maintenant 4 ans, nous observons les abeilles en forêt et cela devient de plus en plus intéressant. Je n'étais pas fan de la forêt parce qu'il est difficile de trouver des abeilles. Maintenant, à cause du changement climatique, il y a beaucoup plus de lumière dans la forêt parce que nous avons des insectes qui mangent les arbres et je pense qu'à cause de cela, la forêt sera à l'avenir beaucoup plus inspectée et visitée par les abeilles que par le passé. Voilà, malheureusement, nous devons clôturer. J'ai encore des questions, mais je les poserai une autre fois. Nous allons faire une petite pause de 15 minutes et donc je propose à 19h18 et Lucas Garibaldi va continuer. D'accord? Merci pour cette présentation